Ce que ceux qui idolâtrent les États-Unis ne comprennent pas, c'est que les États-Unis d'aujourd'hui ne sont plus les États-Unis des années 90 ou 80, bien que dans les années 80 et 90, ils accumulaient déjà une série d'erreurs, mais ces erreurs se sont multipliées de plus en plus à partir des années 2000, surtout à partir du moment où il y a eu les attentats du 11 septembre, alors que tout au long du 19e siècle, au début du 20e siècle, et même pendant la majeure partie de la période de la guerre froide. Les États-Unis ont réussi presque tout, jouant très bien sur la scène internationale et nationale, mais à partir de la fin de la guerre froide, ils se sont retrouvés un peu perdus et désorientés, sans savoir exactement où aller. Et à cause de cela, ils ont commencé à accumuler des erreurs de niveau stratégique, qui ont mis en danger non seulement leur leadership mondial, mais aussi leur gestion interne. Le pays qui servait d'exemple mondial, que ce soit en matière de leadership militaire, économique ou scientifique, a progressivement commencé à perdre ce statut d'exemple et à être davantage contesté, directement ou indirectement. Et les pays qui restent encore alignés sur les États-Unis et qui copinent les États-Unis subissent les mêmes problèmes qui se produisent aux États-Unis. Les États-Unis. Aujourd'hui, c'est comme une personne qui est en train de se noyer et que celui qui lui tend la main pour l'aider à sortir de là. Et si les États-Unis... Les États-Unis des années 90, et pourtant, ainsi les États-Unis, plus les États-Unis des années. Les États-Unis de, et pourtant, encore les États-Unis d'aujourd'hui, plus 90. Pourtant, les États des années 90 ne sont plus ceux des États-Unis d'alors. Ce ne sont plus les États-Unis des années 80 coulisses. Et pourtant, les États-Unis des années 90 ainsi. Qu'est-ce que tu dois comprendre sur pourquoi la géopolitique est plus précise dans ses analyses que d'autres disciplines? C'est que, d'abord, elle n'ignore pas les autres, elle les additionne. Et deuxièmement, elle a la vision que l'histoire est façonnée par des forces environnementales permanentes et durables qui établissent les grandes tendances historiques. Sur des périodes parfois séculaires, elle prend la géographie pour base. La perception s'inscrit sur le long terme, jamais à court terme. Les analyses immédiates relèvent presque du hasard, tandis que la géopolitique, menée par de vrais analystes, est en quelque sorte transcendante. Et de ce point de vue, les conflits régionaux et les événements politiques spécifiques deviennent presque secondaires face à des forces structurelles bien plus larges. Et si l'on applique cela aux questions les plus récentes des 20 dernières années, on se rend compte des erreurs stratégiques de Washington dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan, dans le contexte plus large de l'histoire américaine et mondiale. De la même manière, des événements dramatiques comme les 2 guerres mondiales pourraient, dans une perspective de longue durée, être considérés comme des événements passagers, ou comme des choses plus profondes et permanentes, révélées par des facteurs environnementaux et sociaux qui transcendent le court terme. Alors que les États-Unis concentraient dans un peu d'énormes ressources et toute leur attention sur des conflits lointains au Moyen-Orient, un effondrement structurel bien plus grave était en train de se développer. Voyant à leur propre frontière sud avec le Mexique, cette crise frontalière pourrait représenter une menace stratégique bien plus grande et plus complexe pour l'avenir de la société américaine que n'importe quel conflit lointain. Tout indique qu'il aurait été plus stratégique de diriger des ressources militaires, économiques et technologiques vers le Mexique, précisément parce que la géographie obligerait Washington à y prêter attention. Divers auteurs de renom comme André Bessevich, Stefan Walt, Jean Mearsheimer, Paul Biller, Mark Helpling, Ted Carpenter et Samuel Huntington ont profondément remis en question l'orientation stratégique des États-Unis. Chacun de ces auteurs, malgré les différences ponctuelles entre eux, partage une vision critique de la décision américaine d'intervenir militairement au Moyen-Orient. Walt et Mearsheimer ont créé la controverse avec leur livre « Le lobby israélien », affirmant que des groupes pro-israéliens aux États-Unis auraient joué un rôle clé dans la guerre en Irak. Mark Helpling et John Mearsheimer. Alexandre alerte sur le danger croissant de la Chine comme adversaire stratégique et critique l'obsession américaine pour les conflits au Moyen-Orient qui détournent des ressources essentielles.
précisément au moment où Pékin étend son influence économique et militaire sur le continent asiatique. De la même manière, Carpenter et Anton ont exprimé leur inquiétude concernant le Mexique, soulignant que les États-Unis ignoraient des dangers réels et immédiats qui grandissaient à leurs propres frontières sud, alors qu'ils se concentraient sur des conflits lointains. En regroupant les réflexions de ces analystes réalistes, il apparaît clairement que les États-Unis font face à 3 défis géopolitiques fondamentaux dans ce siècle. Le chaos permanent au Moyen-Orient et en Eurasie, l'ascension affirmée de la Chine en tant que superpuissance, ainsi qu'un Mexique et une Amérique centrale profondément instables. Ces universitaires soutiennent à juste titre qu'affronter efficacement les problèmes posés par la Chine et le Mexique exige que les États-Unis fassent preuve d'une extrême prudence quant à de nouvelles interventions militaires au Moyen-Orient ou même en Europe. Selon ces analystes, seule cette approche permettrait au pays de conserver durablement sa puissance et son influence en assurant sa sécurité. Mais ce n'est pas si simple car que se passerait-il avec la sécurité régionale de l'Europe et du Moyen-Orient en cas de retrait américain ? Cette question, bien qu'elle soit axée sur le court terme, ne peut pas être ignorée ou banalisée, car elle affecte directement la vie des personnes dans les pays qui se sentent menacés par des forces ennemies ou rivales des États-Unis, et elle a de graves implications pour le pouvoir américain sur la scène internationale. En général, ces universitaires ont la profonde conviction que les États-Unis n'auraient jamais dû engager de telles guerres, quels que soient les résultats futurs au Moyen-Orient et en Ukraine. Les conséquences humaines et morales des guerres en Irak et en Afghanistan marqueront durablement le débat sur la politique étrangère américaine, comme cela s'est déjà produit avec le Vietnam. En discutant les coûts de ces interventions, une question centrale apparaît. Dans quelle mesure la puissance des États-Unis a-t-elle été affaiblie par les erreurs commises dans ces guerres ? En général, il y a un consensus parmi les géopoliticiens sur le fait que la position géographique isolée des États-Unis est une ressource qui signifie qu'elle ne doit pas être compromise par des interventions inutiles dans des régions éloignées. En termes économiques, purement économiques, les seuls coûts pétro-militaires et les impacts économiques réels des guerres en Irak et en Afghanistan n'ont pas été aussi dramatiques qu'on le pense, puisque le déficit budgétaire américain est bien plus influencé par les dépenses intérieures, en particulier dans la santé, que par les interventions militaires. Alors, Samantha, si l'on pense purement à l'aspect financier, est-il possible que les États-Unis aient encore la capacité de se remettre stratégiquement des guerres au Moyen-Orient ? Nous avons des exemples historiques d'erreurs stratégiques commises par de grandes puissances très riches, comme le désastre de la campagne Ming contre les Mongols en 1449, ou l'erreur de Venise qui a perdu sa puissance navale en s'étendant militairement sur la péninsule italienne au XVe siècle. Ce sont des exemples d'interventions qui ont été destructrices, mais ce n'est pas le cas des États-Unis. Car malgré le fiasco au Moyen-Orient, ils n'ont pas connu de catastrophes similaires. Et leurs forces militaires restent relativement solides, expérimentées et adaptables. Après l'Irak et l'Afghanistan, on peut aussi comparer la situation à la révolte indienne de 1857 contre la domination britannique ou à l'expédition athénienne ratée en Sicile. Ce qui suggère également que les interventions américaines récentes ne sont pas nécessairement plus ou unis, c'est plus État plus ou moins. États-Unis plus moins. État plus moins c'est plus ou égal unis c'est plus ou moins. États-Unis plus ou égal. État c'est plus ou moins égal à État plus moins. États-Unis c'est moins. États-Unis plus moins égal c'est plus ou moins égal à États-Unis c'est plus ou moins. L'État est plus et le pouvoir économique sous les Julio-Claudiens jusqu'à la territorialisation excessive et l'affaiblissement défensif sous Dioclétien. Les États-Unis pourraient actuellement vivre quelque chose de similaire à la troisième phase romaine avec des forces dispersées dans des conflits sans fin à travers le monde, ce qui compromet leur capacité de mobilisation stratégique rapide, ce qui ferait que l'avenir des États-Unis dépendrait davantage de leur capacité à revenir à une stratégie basée sur une utilisation plus prudente et sélective de leurs forces militaires, en se concentrant sur l'influence de ses alliés par la diplomatie et en maintenant toujours une réserve militaire stratégique. Comme je l'ai déjà mentionné, l'élection de Trump l'explique.
Rome a échoué car elle n'a pas anticipé son retrait du pouvoir impérial. Et pour cette raison, tout indique que la meilleure voie pour les États-Unis de maintenir leur pouvoir et leur influence à long terme sera justement de planifier soigneusement une stratégie qui les prépare à réduire leur hégémonie de manière intelligente, graduelle et consciente, en garantissant que leur rôle historique reste pertinent et important, même après la fin inévitable de leur période en tant que puissance dominante. La grande question stratégique qui plane sur les États-Unis en ce siècle est de savoir comment le pays pourra se préparer à une sortie assurée et élégante de sa position historique de puissance dominante, sans donner l'impression d'être en déclin. Historiquement, Byzance adoptait une approche semblable, évitant des interventions militaires coûteuses, privilégiant la diplomatie et l'intelligence de façon stratégique, tout en restant consciente de ses vulnérabilités internes. Parmi ces vulnérabilités figure principalement la frontière sud avec le Mexique. C'est sa seule faiblesse géographique, similaire à la frontière nord de l'Empire romain, qui a contribué à son déclin. Le territoire américain, protégé par les océans Atlantique et Pacifique, ainsi que par une frontière paisible et peu peuplée avec le Canada, fait justement face au sud-ouest à une situation géopolitique unique et instable. Dans cette région, la frontière États-Unis-Mexique est longue, artificielle et floue. L'écart économique entre ces deux pays est majeur. Le produit intérieur brut des États-Unis est 9 fois plus élevé que celui du Mexique. Cette différence économique, combinée à la démographie explosive du Mexique et de l'Amérique centrale, aura un impact très profond et croissant sur l'avenir social et politique des États-Unis. Aujourd'hui, le Mexique compte près de 130 millions d'habitants, et si l'on ajoute la population d'Amérique centrale, cela représente environ la moitié de la population nord-américaine. Et même si la population mexicaine et centra-américaine est beaucoup plus jeune, avec un âge moyen bien inférieur à celui des États-Unis. Tous ces pays, ironiquement, sont à l'aube du début de la crise démographique, qui devrait les toucher après 2035. Cela augmentera encore davantage la pauvreté dans ces pays et, par conséquent, accentuera encore plus la pression migratoire à la frontière. La frontière entre le Mexique et les États-Unis reflète à la fois une inégalité économique et une grande différence culturelle. Passer cette frontière, c'est découvrir des réalités très différentes. Au sud, des villes chaotiques et appauvries contrastent avec l'ordre et la richesse apparente du nord. Ce contraste radical engendre une fragilité structurelle. Rappelant l'avertissement de l'historien Toynbee, selon lequel, lorsqu'une frontière entre des sociétés très différentes cesse de progresser, la tendance naturelle est qu'avec le temps, elle favorise le côté le moins développé. La croissance démographique accélérée du Mexique depuis 1940 renforce l'inquiétude quant à l'avenir des États-Unis. Donc, secteur d'Ajniti. Malgré cela, les élites américaines, en particulier celles de la côte Est, ont tendance à ignorer et à minimiser l'importance stratégique du Mexique au profit d'autres régions apparemment plus pertinentes, comme la Chine ou le Moyen-Orient. Cependant, en termes pratiques, le Mexique a le potentiel d'influencer le destin des États-Unis plus profondément que ces régions lointaines. Historiquement, le Mexique, la majorité des pays puissants, Brésil. Parmi les pays les plus puissants du monde, le Brésil fait partie de la majorité. La plupart des pays puissants du monde, c'est le Brésil. Le Brésil, la plupart des pays les plus puissants, c'est le Brésil. Les pays les plus puissants du monde, le Brésil. La majorité des pays les plus puissants du monde. Le nord mexicain fait face à une grave crise de sécurité à cause des actions violentes des cartels de la drogue. Des endroits comme Ciudad Juárez ou Tijuana sont devenus de véritables zones de guerre, avec des niveaux extrêmement élevés d'homicides et de violences armées. Cela montre un effondrement partiel de l'ordre public. Si le gouvernement mexicain échoue à contrôler cette violence, et tout indique qu'il va échouer. Les États-Unis pourraient bientôt se retrouver avec une frontière partagée avec un narco-État dominé par plusieurs organisations criminelles transnationales. Un scénario similaire à celui de l'Afghanistan, mais beaucoup plus proche des États-Unis et sans l'élément religieux impliqué. Ce scénario avait déjà été anticipé par Samuel Huntington, qui avait prédit l'impact profond de cette migration massive sur l'identité culturelle et historique nord-américaine.
Selon lui, l'avancée démographique mexicaine pourrait entraîner une reconquête culturelle des régions qui, ironiquement, appartenaient autrefois au Mexique, modifiant profondément le tissu social américain et défiant la base anglo-saxonne sur laquelle les États-Unis ont été fondés. Cette transformation historique n'est pas une simple spéculation. Certaines villes à la frontière des États-Unis comptent déjà plus de 90% d'hispaniques. La concentration d'une immigration aussi homogène, provenant en grande partie du Mexique, peut grandement compliquer l'assimilation culturelle de ces groupes. Cela s'explique, entre autres raisons, par la forte mémoire historique que les Mexicains et les Mexicano-Américains possèdent concernant des territoires qui ont déjà fait partie du Mexique. De plus, les cartels de la drogue mexicains, plus qu'une cause des problèmes américains, sont en réalité des symptômes, puisque les États-Unis, d'abord avec leurs médias, puis aussi avec les gouvernements fédéraux et des États, ont encouragé. Et l'usage de drogue, les médias glorifiant et minimisant les effets des drogues, cherchant à normaliser l'utilisation de ces substances et les associant à des modes de vie réussis. Et les gouvernements étant indulgents envers les consommateurs, qui sont la base économique du trafic et le seul moteur qui fait bouger le trafiquant. Même en admettant les préoccupations de Huntington, on ne peut ignorer la réalité géographique et culturelle. La connexion organique entre les États-Unis est si forte et profonde qu'il est peu probable que le nationalisme américain de Trump puisse rester intact ou isolé de cette influence. L'avenir des États-Unis tend à être beaucoup plus lié aux Mexicains et aux Latino-Américains, avec une civilisation orientée davantage vers un axe nord-sud que vers une formation classique est-ouest. En termes stratégiques et économiques, un Mexique stabilisé et libéré du contrôle des cartels serait extrêmement bénéfique pour les États-Unis, offrant une position géopolitique bien plus favorable que tout succès possible dans les interventions américaines au Moyen-Orient ou en Europe. Un partenariat stable et fonctionnel entre les États-Unis, le Mexique et des pays comme la Colombie aurait un impact stratégique permanent sur toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Mais à l'heure actuelle, rien n'indique quelque chose de positif pour l'avenir du Mexique ou des pays américains, et en réalité, pas même dans la région des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. C'est pourquoi résoudre le problème du Mexique devrait être une priorité stratégique plus importante que les interventions américaines au Moyen-Orient. Quelles conséquences cela aura-t-il au-delà des relations avec le Mexique ? Mais surtout avec la tâche la plus difficile qui est de gérer sa propre population consommatrice de drogue, avec les médias et certains secteurs du gouvernement américain qui sont favorables à l'utilisation de ces substances. Stabiliser le Mexique n'est pas seulement une question de sécurité immédiate, c'est une question cruciale pour l'avenir de l'identité culturelle et politique américaine tout au long de ce siècle. Depuis environ 20 ans, le Mexique vit une période clé de son histoire. Le Mexique affronte à la fois l'essor des cartels de drogue et le risque accru de désordre interne. Ce qui se passe actuellement là-bas pourrait profondément façonner l'avenir du pays et aura inévitablement un impact sur les États-Unis. La politique américaine traverse un moment dangereux. La politique américaine est en danger, en un moment de péril. La politique américaine traverse un moment de danger. La politique américaine traverse un moment de danger. L'Amérique traverse un moment de danger. La politique américaine traverse un moment de danger. Précisément en raison de la proximité géographique et de la connaissance de la situation. Cette proximité facilite les actions logistiques et permet des collaborations stratégiques plus efficaces entre les autorités mexicaines et américaines. Au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, cette coopération a aidé à combattre le banditisme et à pacifier les régions frontalières qui posaient un problème. Comme lors des patrouilles conjointes de soldats mexicains et américains contre les Comanches et les Apaches. Mais de nos jours, malgré le besoin évident d'une collaboration similaire pour faire face à la menace croissante des cartels de la drogue. La structure juridique et politique actuelle ne favorise pas les actions intégrées entre les forces militaires américaines et mexicaines. L'histoire de l'Empire romain nous donne une leçon importante à ce sujet. La tentative de Rome d'ériger des barrières physiques rigides contre les barbares s'est révélée, de façon inattendue, inefficace à long terme, car les forces sociales et économiques finissent inévitablement par franchir de telles limites. De
De la même manière, la région frontalière entre le Mexique et les États-Unis est vouée à une dynamique d'intégration que même les frontières physiques les plus renforcées ne pourraient pas empêcher complètement. Dans la réalité historique, plusieurs sociétés anciennes ont traversé des périodes difficiles et ont surmonté leurs crises en créant des États universels capables d'administrer plusieurs peuples et cultures. C'était le cas pour Rome, la Perse achéménide et l'Empire Han. Ce sont des exemples de structures politiques ayant résolu des défis similaires par une double citoyenneté et loyauté. Harmonie entre loyauté locale et impériale. Il est possible qu'à l'avenir, un phénomène similaire apparaisse entre le nord du Mexique et le sud-ouest des États-Unis. Ce type de changement historique représenterait une transformation très importante du mythe fondateur même des États-Unis, qui considèrent traditionnellement leur expansion comme un processus. D'est en ouest, de la côte atlantique à la côte pacifique. L'Amérique du Nord a toujours offert de grands avantages pour bâtir une nation puissante. Une vaste plaine fertile à l'intérieur, de nombreux fleuves navigables et des frontières océaniques protectrices qui ont facilité le commerce et la sécurité stratégique. Mais en même temps que cette vision traditionnelle, une nouvelle réalité géographique émerge, celle de l'intégration nord-sud. Elle ravive symboliquement l'ancienne route d'exploration de Coronado au XVIe siècle, qui partait du Mexique et remontait vers le nord, traversant des territoires qui sont aujourd'hui l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas, l'Oklahoma et le Kansas. Ainsi, l'avenir des États-Unis pourrait ressembler davantage à une nation anglo-hispanique qu'à une nation anglo-saxonne, profondément connectée au Mexique et à l'Amérique centrale. Dans une nouvelle configuration civilisationnelle, au lieu d'être une île culturelle isolée par les océans, ces États-Unis pourraient émerger comme une grande région intégrée, économiquement ouverte, technologiquement avancée et attrayante pour les investissements mondiaux. Dans cette perspective, préserver une identité nationale rigide sera difficile, mais pas impossible. Mais il est clair que cette vision optimiste dépend de la stabilisation interne du Mexique, car la situation actuelle reste préoccupante. Le Mexique fait face à un véritable conflit interne, avec des milliers de morts violentes, des armes lourdes et des tactiques militaires hautement sophistiquées utilisées par les cartels. Les consommateurs de drogue américains, protégés par leur gouvernement et sanctifiés par les médias, continuent d'envoyer des milliards de dollars aux cartels du Mexique, de Colombie et aux gangs d'Amérique centrale. Si cette situation n'est pas maîtrisée, le Mexique pourrait évoluer vers une insurrection généralisée, représentant une menace sérieuse pour la stabilité politique et sociale des États-Unis. Obligeant les États-Unis à devoir prendre des mesures militaires trop tard et accélérant les processus de transformation culturelle et démographique qui préoccupent tant, à juste titre, les stratèges américains. Dans ce sens, résoudre le défi représenté par le Mexique est en pratique la tâche géopolitique la plus importante à laquelle les États-Unis sont confrontés. Bien plus que la Russie, la Chine ou même l'insurrection islamique. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Parce que ça aide beaucoup la chaîne à continuer d'exister puisque YouTube balaie cette chaîne sous le tapis. Et envisagez de devenir membre si vous aimez vraiment la chaîne. Non seulement vous aurez un accès anticipé aux vidéos, mais vous aurez aussi accès aux vidéos exclusives pour les membres sur des sujets encore plus denses et profonds. Et selon la catégorie, votre nom apparaîtra ici à la fin, dans la liste des membres de catégorie supérieure. Alors, merci beaucoup à tous, à bientôt et à la prochaine vidéo.